Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour Monsieur Page. Salut Benoît. On a sauté une semaine, j'étais pas là la semaine passée. Ben non, j'aimerais ça. Vous portez bien, vous? Oui, vous êtes heureux? Ça va très très bien. Bon, tant mieux. Mais j'aimerais ça prendre des vacances comme toi aussi. Oui, regarde, quand tu seras grand. T'es fatigué. Les enquêteurs du service de police de Montréal, à qui on va parler bientôt, ont des bonnes raisons de croire que les restes humains découverts hier à Montréal et à Ottawa proviendraient tous du même corps, mais on va en parler un peu plus tard avec Yann Lafrenière. Christian, ça t'inspire, oui, cette nouvelle? C'est une curieuse histoire, hein. Je sais pas si tu as regardé ton courrier ce matin. tu reçois une petite boîte. Avant. C'est tout, une petite boîte, là. Ben, c'est ça. Donc, l'affaire a commencé, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, malgré que l'affaire a été quand même beaucoup médiatisée au cours des dernières 24 heures. Donc, c'est hier matin, en fait, 2 résidents d'un immeuble à logement de la place Loucy, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, dont le concierge de l'immeuble, ont fait d'abord une curieuse découverte. Ils ont été informés par une locataire d'une odeur plutôt nauséabonde qui se dégageait d'une pile d'ordures à l'arrière de l'édifice. Bon, déjà là, c'est sûr que les ordures, c'est pas quelque chose qui est très attirant, mais cette fois-là, il paraît que l'odeur était plus prenante qu'à l'accoutumée, comme on dit. Donc, le type s'est rendu là avec un autre colocataire, et là, ils ont fait cette découverte dans une mallette, les fameuses mallettes là, qu'on utilise là, pour aller en voyage, avec des roulettes et une poignée. Là. Ils ont trouvé une valise, en fait, dans cette valise, ils ont trouvé la partie supérieure d'un corps. On parle d'un tronc et de 2 bras. Il manquait les jambes et la tête également était manquante. Ce qui est assez surprenant dans cette histoire-là, parce qu'en interrogeant donc ce concierge qui a évidemment contacté le service de la police de la SPVM, ce qu'on a appris, c'est que les ordures, en fait, la fameuse valise aurait été abandonnée là la semaine dernière, mise au rebut avec les autres ordures, mais les éboueurs la semaine dernière n'ont pas ramassé toutes les ordures parce que apparemment la quantité d'ordures était trop importante, le camion était plein, on a décidé de remettre à la semaine suivante. Imagine, ils laissent ça là, eux autres. Il y en a trop. Les vidangeurs de Montréal, les autres décident, il y en a trop de vidanges. On reviendra la semaine prochaine. On va laisser ça pourrir pendant une semaine. Hey, c'est incroyable. Et malheureusement, pour le pauvre corps qui se trouvait dans la valise, qui lui, même s'il était sur des roulettes, pouvait pas aller se mettre au frais. Une semaine au soleil, tu comprends que quand on a ouvert la petite boîte hier, ça sentait pas bon. Donc, évidemment, les corps étaient très en état de décomposition avancée, et ce qui explique que hier, en fin d'après-midi encore, la SPVM ne pouvait pas dire si le corps en question était celui d'un homme ou d'une femme. Évidemment, il y avait des raisons, disons, d'ordre juridique, pas juridique, mais judiciaire, policière. Si l'enquête était ouverte, on a donc envoyé ces restes pour analyse. Mais là, on sait ce matin, donc, on a appris qu'il s'agissait du corps d'un homme de race blanche, et on a appris, comme on va le voir, parce qu'au même moment où tout ça se passe à Montréal, à peu près à la même heure, je dirais, il y a une employée, une réceptionniste du Parti conservateur à Ottawa, au QG du Parti conservateur à Ottawa, qui elle a la surprise de découvrir dans son courrier du matin une petite boîte qui, en l'ouvrant, elle aussi se met à dégager une odeur malodorante. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? Un pied humain. Mais là, on parle d'un être humain, là on parle de quelqu'un qui a été démembré. Oui, cette histoire-là est tellement aberrante que là, on se retrouve en fait, c'est un scénario digne d'une nouvelle de Sherlock Holmes. Là, on a l'impression qu'on est dans plein cœur d'un roman policier tout à fait macabre. Donc, ce pied trouvé à Ottawa, encore là, on contacte les services de police qui vont un peu isoler les gens sur l'étage où se trouvent les bureaux du Parti conservateur. On interroge ces gens-là. Et là, évidemment, la première piste à suivre, c'est la piste de la boîte. La boîte a été reçue et envoyée via Poste Canada. On se retourne donc vers Poste Canada pour essayer de remonter à l'envoyeur. Et là, informer, Poste Canada commence à fouiller dans ses malles et on trouve quoi? Une autre boîte, mais celle-là contenant une main humaine. Donc là, on se retrouve avec une partie de cadavre à Montréal, un pied et une main à Ottawa. Et en fin de journée, hier, on était incapable de dire si ces restes étaient liés à un seul et même individu. Mais là, aux dernières nouvelles, il y a quelques minutes à peine, la SPVM a annoncé qu'il y avait eu identification formelle, les restes à Ottawa et ceux de
Montréal, même s'il faut attendre officiellement le rapport du coroner, on est en mesure de dire que ces restes-là appartiennent à un seul et même corps. C'est drôle, Christian, j'ai l'impression qu'on prend pas la nouvelle au sérieux. Hier, je regardais le bulletin de nouvelles, tout le monde trouve ça... On est tellement habitué avec des films de psychopathes où les gens sont décapités puis démembrés que quand ça arrive dans la vraie vie, on trouve ça presque drôle, mais on parle quand même d'un être humain qui a été... Dans une situation comme celle-là, il y a souvent, on dirait que le média a tellement galvaudé ce genre de scénario qu'on a l'impression, c'est ce que je te dis, on a l'impression qu'on assiste encore une fois à un film, mais ce n'est pas une fiction, c'est la réalité, et cette fois-là, c'est une réalité tout à fait épouvantable. Bon, il y a des références dans toutes les histoires macabres, tous les mythes et complots. Il y a des gens qui sont comportés comme ça déjà. Ouais, tu vois, dans le de mémoire d'homme, je te dirais que c'est à ma connaissance la première fois qu'un parti politique canadien reçoit des restes humains par la poste. C'est vrai que lorsque les gens ont le droit de s'exprimer sous toutes leurs formes, et c'est vrai que dans le passé, des partis politiques canadiens ont reçu toutes sortes de choses par la poste, des chats morts, ils ont reçu aussi beaucoup d'excréments par la poste, oui, crois-le ou non, mais des restes humains, à mon avis, c'est la première fois qu'une chose comme ça se produit. Si c'est vrai pour ce qui est d'un parti politique, ce n'est pas tout à fait vrai quand on regarde dans la petite école du crime. D'abord, cette histoire-là est comme à plusieurs volets. Prenons d'abord cette histoire de corps qu'on retrouve dans une valise à Montréal. Ben, c'est vrai que lorsqu'on regarde du côté des criminels, les criminels ont beaucoup d'imagination pour se débarrasser des corps. Il suffit de regarder des encyclopédies du crime pour voir un peu toutes les méthodes utilisées dans le passé par les assassins. On a trouvé des corps dans des boîtes, on a trouvé des corps dans des sacs à ordures. Il y avait un tueur en Angleterre au milieu des années 40 qui, lui, mettait les corps de ses victimes dans des bains d'acide et ensuite transvidait la mixture de tout ça dans des barils qu'il exposait comme ça pratiquement à l'air libre. Et bien sûr, ici au Québec, on se rappellera qu'il y a une célèbre histoire où on avait retrouvé un cadavre découpé dans un congélateur. Ben oui. C'était une avocate qui avait apparemment trouvé le corps de son petit ami mort et qui s'était débarrassé du corps en le coupant en morceaux et en le plaçant dans un congélateur. OK, on s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Et j'imagine que nous aussi, on va afficher ces informations sur la page de l'émission Eric Clinton Newman. Faites le 911 si vous avez des informations. Cassez-vous pas la tête. Christian Page, on retourne. C'est pas unique, hein. Il y a des cas comme ça de tueurs qui ont des pratiques. Oui, c'est ça. Donc, envoyer du courrier, envoyer des parties de cadavres à des courriers. Dans le cas précis, on ne connaît pas le deuxième destinataire, donc celui à qui s'adressait le colis trouvé à Poste Canada à Ottawa. C'est une information qui est gardée par les services de police. Par contre, on sait que la première partie a été envoyée à des membres, à aucune personne très ciblée, mais simplement au quartier général du Parti conservateur. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un parti politique canadien reçoit un tel colis. Mais généralement, ce genre de pratique, je dirais pas qu'elle est courante, mais on retrouve ça, l'envoi de parties de cadavres. Yann Lafrenière a mentionné, ce crime-là n'est pas lié au crime organisé. Mais c'est vrai que dans le crime organisé, on le comprend, dans du trafic, lorsque l'on veut forcer un mauvais payeur à payer, ben finalement, rien de plus incitatif que de lui envoyer le doigt d'un de ses proches dans une petite boîte. Mais là, on dit que probablement la victime et le tueur, l'assassin, se connaissaient. Ouais. Mais dans le cas des envois de parties de corps, c'est généralement les services de police qui ont été le plus ciblés à travers l'histoire du crime, et c'est souvent une pratique, quand je dis souvent, entendons-nous, ça demeure un phénomène rarissime, mais lorsque ça se produit d'envoyer des parties de corps par la poste, le service visé, c'est les services de police, et généralement, l'auteur est un tueur en série. Et sans aucun doute que ce crime, l'exemple le plus important qu'on connaît par rapport à ça, est un événement qui est passé à l'histoire. En fait, c'est à marquer qu'une pierre blanche, parce que c'est la première fois qu'un incident comme ça se produisait. Ça remonte quand même assez loin. On est en 1888. C'est au lendemain d'un incident qui est passé dans l'histoire du crime comme étant la nuit du doublé de Jack l'Éventreur. Donc, ce crime, ce tueur, Jack l'Éventreur, qui a fait trembler Londres à l'automne de 1888,
Les crimes commencent à la fin du mois d'août. Donc, on a des crimes fin août, début septembre. Et voilà que dans la nuit du 29 septembre 1888, alors que les policiers ont augmenté les patrouilles dans les rues, ce mystérieux personnage que la presse surnomme Jack l'Éventreur, parce qu'on a reçu une lettre au service de police apparemment écrite par l'assassin, qui lui-même s'était affublé de ce surnom. Donc, cette nuit du 29 septembre 1888, ce mystérieux personnage va assassiner vers minuit 30 une première prostituée, mais Jack l'Éventreur appartient à ces assassins qu'on appelle les éventreurs, les mutilateurs. Donc, ça devient un peu pour lui un fétichisme d'éventrer sa victime, de l'éviscérer. Sa première victime, Elizabeth Stride, ce soir-là, il est presque pris au moment où il commet le crime. Il n'a pas le temps de l'éviscérer. Ses pulsions ne sont pas assouvies. 1h30 plus tard, il va s'attaquer à une deuxième prostituée, Catherine Eddowes, sur un petit esplanade à Londres. Une esplanade, d'ailleurs, il fallait avoir quand même une certaine une certaine audace, parce que c'était une ruelle auquelle on pouvait accéder. C'était une esplanade qu'on accédait par 3 ruelles et qui était assez fréquentée. Mais là, c'est un cas, c'est un psychopathe qui s'attaque à des femmes, à des prostituées. Là, tu as un cas où c'est, de toute évidence, c'est deux personnes individus qui se connaissaient. Alors, ça, c'est l'autre cas. Donc, Eric Clinton Newman qui serait le suspect dans cette mort. Il faut faire une pause. On est avec Christian Page.